Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la présente vidéo, je vais décrire le système de détournement qui a permis aux anglophones du Québec de devenir beaucoup plus riches que les francophones. C'est dans la prochaine vidéo que je vais analyser le système de détournement qui a permis au Canada anglais de s'enrichir aux dépens du Québec. Vous allez voir, dans les deux cas, les informations disponibles sont tout à fait spectaculaires. Le Québec est un cas classique d'un pays où la violence a permis à un petit groupe d'accaparer l'essentiel de la richesse. C'est par la violence, c'est à coups de canon que les Anglais sont entrés au Québec en 1760. Leurs victoires militaires leur ont donné le complet contrôle politique du territoire et de ses habitants et un accès immédiat à la richesse. Le premier hiver qu'ils ont passé au Québec, les Anglais ne sont pas morts du scorbut comme les hommes de Jacques Cartier ou de Champlain. Tout au contraire, ils se sont installés dans la richesse, ils ont mangé la meilleure nourriture que nous avions produite, ils ont porté les meilleurs vêtements qu'on avait fabriqués et vécu dans les plus beaux châteaux qu'on avait construits. Par exemple, le château Ramsay à Montréal, qui a été le siège de l'administration britannique dans la région pendant plusieurs décennies. Quand le traité de Paris a été signé en 1763, les Anglais se sont dépêchés d'expulser nos élites, notamment nos élites économiques, ce qui leur a permis d'ajouter le pouvoir économique au pouvoir politique et militaire qu'ils possédaient déjà. Ils avaient donc entre les mains tous les outils nécessaires pour devenir très riches. C'était d'autant plus facile que la guerre était terminée, les dépenses militaires étaient tombées très basses, le pays était déjà développé, la culture ambiante était adaptée au climat et la population était captive et sans défense parce qu'elle était privée de ses chefs et de ses élites. De plus, il s'agissait d'un pays neuf, c'est-à-dire d'un pays où les ressources étaient à peu près peu entamées. Il y avait encore beaucoup d'animaux à fourrure qu'il suffisait d'exploiter. Il y avait beaucoup de terres agricoles qui n'étaient pas encore occupées. Les pêcheries étaient encore très productives et on trouvait des mines à fleur de terre pas très loin des centres d'habitation. Quant aux forêts, elles étaient tellement riches que les compagnies anglaises ont pu multiplier par 20 les exportations de bois du Québec entre 1800 et 1820. On trouvait à cette époque-là, dans les forêts, des arbres de 2 à 3 mètres de diamètre. En fait, jusqu'au début du 20e siècle, les Québécois ont pu construire des maisons en empilant des madriers sur plusieurs étages. Alors que de nos jours, les arbres des forêts sont devenus tellement petits qu'on trouve dans le commerce des poutres de bois faites de copeaux de bois collés, agglomérés. Pour profiter de la richesse ambiante, les Anglais, d'après la conquête, se sont simplement installés au point d'étranglement naturel du territoire, c'est-à-dire à Montréal et à Québec, où la richesse des régions périphériques convergeait naturellement par gravité. On n'a seulement qu'à penser à la drave, par exemple, qui permettait d'amener le bois du centre du pays vers les compagnies papetières installées à Trois-Rivières. Pour maximiser leur richesse, les Anglais ont mis au point un système où leurs entreprises privées travaillaient en collaboration avec le gouvernement pour drainer au profit de la communauté anglaise les petits profits générés par l'ensemble de la population éparpillée dans les régions périphériques. Les Anglais volaient la population en maximisant leur prix de vente et en minimisant les salaires payés à une population qui était aucunement protégée par des lois comme c'est le cas dans le monde moderne. Quant à l'État, il détournait systématiquement une grande partie des taxes payées par la collectivité au profit de la communauté anglaise. C'était d'autant plus grave que les taxes payées à cette époque-là étaient des taxes indirectes, c'est-à-dire des taxes cachées dans les profits, dans les prix des produits, qui faisaient qu'un pauvre payait les mêmes taxes qu'un riche pour consommer le même produit. Comme l'écrasante majorité de la population était francophone, c'était les francophones qui payaient l'essentiel des taxes et la communauté anglaise qui en profitait au maximum. Les détournements, ce genre de détournement de taxes et la corruption en général sont souvent les coûts les plus importants que doit supporter une population pauvre parce que c'est la partie des surplus qu'elle génère par son travail qui permet d'améliorer les infrastructures qui aident à la production. Quand on détourne des taxes d'un pays, on appauvrit encore une population déjà pauvre. Les détournements au Québec ont été d'autant plus importants qu'à partir de 1867, on avait deux gouvernements, c'est-à-dire un gouvernement fédéral complètement contrôlé par la communauté anglaise et qui avait toujours le dernier mot à cause de sa Cour suprême, et un gouvernement provincial qui tombait une fois sur deux dans les mains d'un gouvernement qui était dédié aux intérêts de la minorité anglaise. De 1867 à 1944, 2 premiers ministres du Québec ont été anglophones et 70% des ministres des Finances. Ce qui fait que les Anglais avaient les mains dans toutes nos boîtes à biscuits en même temps, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient l'essentiel des entreprises privées du Québec, toutes les succursales des multinationales installées dans la province, la totalité du gouvernement fédéral, un gouvernement provincial sur 2 et beaucoup de gouvernements municipaux.
Dans un pays nouveau, peu entamé, aux ressources peu entamées, ou qui est peuplé par une population française qui sont d'anciens ennemis que tous les Anglais s'entendent pour piller à qui mieux, ça ne prend pas de génie pour s'enrichir. Il suffit de faire du copinage de puissance, c'est-à-dire de s'échanger des informations privilégiées entre les membres de ceux qui habitent dans les classes supérieures. Des informations privilégiées, c'est ce qui permet de savoir avant tout le monde qu'est-ce que le gouvernement va acheter, combien, ou quels sont les profits qu'une entreprise privée va bientôt annoncer. C'est comme ça que les génies de la bourse s'enrichissent. Ils ne perdent pas leur temps à analyser des états financiers à longueur de journée. Ils téléphonent au sous-ministre ou au comptable qui sait avant tout le monde quels vont être les résultats d'une entreprise. Le système d'entonnoir qui permettait de canaliser la richesse en direction de la communauté anglaise, a été si efficace au Québec dès 1787, c'est-à-dire moins de 25 ans après la signature du traité de Paris, 90% de l'économie et du commerce du Québec étaient entre les mains des 5% d'anglophones du Québec. Avec le temps, les petits profits volés à gauche et à droite sur le territoire sont devenus tellement importants que des fortunes colossales ont été établies et que les Anglais ont connu un niveau de confort tout à fait invraisemblable. Pour arriver à leur fin, les Anglais ont simplement multiplié les organisations anglophones indépendantes, c'est-à-dire qu'ils ont tout dédoublé sans se soucier des proportions anglais-français qu'il y avait dans la population. Ça leur a permis de se faire octroyer une part anormalement élevée des gros salaires payés par l'État québécois et de se faire donner l'administration d'une quantité anormale de budget, de fonctionnement et d'administration du gouvernement. Comme on va le voir, le système a été organisé pour que plus on s'approche du sommet de la pyramide des salaires versés par l'État québécois, plus on trouve des Anglais au patronyme purement britannique. La proportion des budgets détournés en faveur de la communauté anglaise, comme on va le voir, ne cesse d'augmenter quand on étudie la répartition des budgets dans l'État québécois. Je ne vous embêterai pas avec des montagnes de chiffres, je vais vous donner les plus intéressants et je vais tout vous mâcher ça va être très facile à comprendre. Je fournis à la fin de la vidéo une bibliographie détaillée. Voici, au Québec, les Québécois d'origine purement britannique forment 4,5% de la population. Cette proportion augmente à 8,7% quand on considère tous les anglophones du Québec. Ça augmente encore à 10,2% de la population totale quand on considère les étudiants qui sont inscrits aux écoles primaires anglaises et à 11,2% quand on parle des écoles secondaires anglaises. Quand on regarde les commissions scolaires qui s'occupent de ces écoles primaires et secondaires, on se rend compte que les anglophones ont réussi à se faire donner 16% des commissions scolaires du Québec, c'est-à-dire 11 anglophones plus une bilingue contre 60 francophones. Il y a clairement un problème de taille avec plusieurs de ces commissions scolaires anglophones. Par exemple, la commission scolaire du New Frontier gère 13 écoles et la commission scolaire bilingue du Littoral gère également 13 écoles et seulement 570 étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un directeur de commission scolaire au Québec, ça gagne de 100 à 170 000 $. Et derrière lui, il y a toute une commission scolaire où les salaires sont aussi alléchants. Il y a ici un détournement très important de fonds en faveur de la communauté anglophone. C'est la même chose au niveau de l'enseignement supérieur. Au Québec, il y a 6 cégeps anglophones, si on considère le petit collège héritage, et 3 universités anglaises. La première chose qu'on note sur la liste qui est ici, c'est que la majorité des patronymes qu'on voit des dirigeants sont d'origine purement britannique. Pire, on voit que les pourcentages de fonds alloués à cette communauté est démesurément gonflé, puisque 36% du total des salaires payés pour la gérance des universités au Québec vont à la seule université McGill. 36%. Et c'est 45% pour les 3 universités anglaises. Pire, des 43 administrateurs universitaires les mieux payés au Québec, 13 sont à McGill et 9 à Concordia, ce qui veut dire 51% du total de tout le Québec. Le déséquilibre est encore plus fort quand on considère que quand on donne 45% des budgets disponibles à une communauté qui représente seulement 9% de la population, ça c'est fait au détriment de 91% de la population restante. J'ai fait ici un calcul détaillé qui montre qu'à compétence égale, un administrateur universitaire anglophone au Québec a 8 fois plus de chances de toucher un gros salaire de l'État québécois qu'un francophone. Si on considère les Québécois d'origine purement britannique, eux, ils ont de 12 à 15 fois plus de chances de recevoir un gros salaire du gouvernement québécois dans le domaine universitaire au Québec qu'un francophone. J'ai fait ici un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire, qui montre l'effet entonnoir qui favorise systématiquement la communauté anglo-québécoise.
On voit en passant que les subventions fédérales aux 3 universités anglaises atteignent 35% du total donné au Québec. Il y a certaines années où ça a été 50%. Le tableau est encore plus catastrophique si on considère les pourcentages de départ des étudiants qui sont les plus coûteux à former. Un médecin au Québec, ça coûte 153 000 $ à former. Or, 60% des médecins formés à McGill quittent le Québec et 74% des doctorats anglophones. Ces gens-là, après avoir été formés avec nos taxes, vont produire de la richesse et des impôts à l'extérieur du Québec et laissent derrière eux des personnes âgées dont le Québec doit s'occuper et soigner. Ça me permet de faire une remarque sur les droits des anglophones à être servis dans leur langue. Ce droit-là concerne les individus et non pas la communauté qui n'a certainement pas le droit d'avoir des administrations au budget aussi hypertrophié. Dans un pays normal, les services scolaires sont centralisés, les administrations, et on engage des administrateurs au hasard, c'est-à-dire qu'au Québec, ça donnerait 91% de francophones et 9% d'anglophones. Et on fournit des services dans la langue de la minorité, en anglais au Québec, là où le nombre le justifie. C'est exactement ce que fait le Canada anglais avec les francophones hors Québec. Les déséquilibres qui existent dans le système scolaire au Québec existent également dans le domaine hospitalier. Sur l'île de Montréal, les anglophones représentent 17,5% de la population. Ils se sont fait octroyer 54% des hôpitaux et des grosses administrations qui correspondent. Il y a 14 hôpitaux anglophones sur l'île de Montréal et seulement 12 francophones, dont Santa Cabrini. Au Québec, il y a 18 hôpitaux anglophones, plus 15 autres institutions hospitalières. Ça fait beaucoup de gros salaires d'administrateurs. Maintenant, si on regarde les municipalités au Québec, dans le West Island, il y a eu une diffusion de 14 municipalités. Ça n'aurait jamais dû être fait. On le voit très bien sur ce tableau-ci, où c'est complètement ridicule de diffusionner une ville comme Senneville qui a seulement 920 habitants et encore plus une ville comme l'île de Dorval qui en a seulement 58. On note que les maires des villes défusionnées plusieurs d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, ont des noms à consonance purement britannique. Ce que ces gens-là voulaient faire en obtenant des diffusions, c'était récupérer les gros hôtels de ville et les grosses administrations hypertrophiées auxquelles ils étaient habitués. Le coût de ces maires défusionnés-là est d'ailleurs de 2,52 $ par habitant, comparativement à 10 cents par habitant dans la grande ville de Montréal. Les statistiques que je viens de vous donner sont bien réelles. On peut toujours essayer de les diluer en se servant des anglophones pauvres que le Canada fait venir de tous les coins du monde. Cependant, les détournements massifs de ressources que je viens de vous décrire expliquent 3 faits absolument indéniables. Le premier fait, c'est que les anglophones du Québec ont été beaucoup plus riches que les francophones au cours des 253 dernières années. Le deuxième fait, c'est le fait qu'ils occupent les villes les plus riches du Québec, dont Westmount, qui est la 2e ou 3e ville la plus riche du Canada, même si elle est située dans la 9e province la plus pauvre. Et le troisième fait, c'est que quelques centaines de milliers d'Anglo-Québécois ont été capables de créer une des meilleures universités du monde, McGill, alors qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Beaucoup de Québécois se montrent satisfaits de l'existence des institutions anglaises au Québec parce qu'ils disent que ça leur permet d'apprendre facilement l'anglais. Je leur répondrai que le problème, c'est absolument pas l'anglais. L'anglais, c'est un outil de communication absolument neutre. Le problème, c'est la puissance disproportionnée que le contrôle d'une grande partie de nos taxes et impôts donne à la communauté anglaise qui s'en sert pour servir ses intérêts. Le problème, c'est pas non plus la communauté anglaise qui, d'habitude, est composée de gens très bien. En général, les anglophones sont comme vous et moi. Ils sont nés n'importe où, n'importe quand, et ils ne sont pas responsables des crimes commis par leurs ancêtres. Tout simplement, le système actuel favorise leurs intérêts et ils tiennent à y garder, ce qui est bien humain. Ce qu'il faut détruire, c'est le système de détournement de richesse qui a permis à la minorité anglaise de s'enrichir à nos dépens pendant aussi longtemps. Il s'agit d'une immense réserve de richesse qu'on a déjà produite, mais qui a été détournée pour nous nuire au lieu de nous aider. On pourrait facilement la récupérer en votant oui à quelque chose. Les Anglo-Québécois sont très inquiets. Ils ont déjà formé 25% de la population du Québec et aujourd'hui ne sont plus que 4,5% et en déclin rapide. Leur pouvoir se termine et ils le savent. C'est à nous de jouer. Si vous avez aimé la présente vidéo, aidez-moi à la distribuer largement dans les médias sociaux. Je vous en remercie à l'avance et je vous salue.